Je répète un peu les bouts de l'exercice. Hein. Ce n'était pas simplement d'écouter, de poser des questions, mais c'est de développer une liste de questions de recherche sur lesquelles on pourrait travailler. Donc, je vous donne juste quelques exemples. Comme ça, je vais amorcer, j'espère. J'en ai une quarantaine moi-même que je vais souligner. Donc, je vais les trier, évidemment. Mais par exemple, le statut de la recherche-action. On fait de la recherche-action en sciences cognitives, on l'a fait dans le design. Les designs de relations versus les designs de représentation, la destruction et les designs, enfin les designs qui détruisent, la notion de destruction dans les designs, les passages de l'identification à l'intelligibilité, la représentation ludique de l'autre. C'est déjà un peu occupé, là. Oui, oui, non, mais bien sûr, je ne veux pas dire que... Non, vous pouvez tout à fait le faire. Non, et ça c'est vrai que c'est un réflexe aussi de design, et qu'il faut arriver à dépasser, cette question de l'occupation. Hein. Parce que quelqu'un recherche, il ne faut pas le rechercher, ce qui est totalement faux. Hein. De toute façon, ce ne sont pas des propositions pour l'instant, ce sont juste des exemples. Ouais. La représentation ludique de l'autorité, ça c'était un sujet très intéressant, la police des Playmobil. Les mythes, enfin on a parlé du mythe de l'usager rationnel, mais est-ce qu'on n'a pas aussi un mythe du designer rationnel? Oui, bien Quels sûr. sont les biais de production dans les designs? La notion du travail de corpus, quels sont les corpora qui sont utilisés par nos études sur le design, par exemple? Les nous dont on parle, dont tu as parlé tout à l'heure en parlant au nom de la communauté des designers, mais c'est quoi la communauté des designers? Enfin, il y en a plusieurs de questions de ce type qui me semblent pour être intéressantes. Je vous invite à continuer vous-même dans cet exercice et dans la discussion et dans la présentation qui va suivre. Juste peut-être pour réchauffer un peu le public, je vais peut-être raconter une histoire une anecdote très probablement que tout le monde connaît, mais qui est intéressante, qui peut regrouper les deux interventions et surtout me permettre peut-être de lancer les premières deux questions. Il y a Alfred Sonrath, qui était un de ces philosophes et sociologues allemands qui se sont retirés dans les années 30 à Ischia à cause de plein de choses, et qui a donc rencontré pour la première fois les Italiens, la population italienne à ce moment. Et il a écrit de ses séjours à Ischia, à Napoli, un très beau texte qui s'appelle Die Philosophie des Caput, la philosophie de choses cassées, et qui partait d'un présupposé. En fait, à Naples, Naples est un monde anthropologiquement différent des autres parce que en fait, les choses commencent à marcher lorsqu'ils sont cassés. Il décrivait le fait qu'à Naples, on utilise des moteurs cassés qui servaient à toute autre chose. On les détourne pour construire d'autres machines. Et il me semble que cette anecdote et cette idée que les choses marchent lorsqu'ils ont en fait arrêté de marcher peut condenser les deux messages, ou parmi les messages principaux de deux interventions. D'un côté, ce rapport, cette nécessité de transformer les rapports entre théorie et pratique dont nous parlait Alain, car peut-être l'un des grands obstacles, à part les sacerdotes du temple aristotéliciens dont tu nous parlais, est aussi ces préjugés qui fait qu'on pense que il soit possible un rapport au monde pur, sans la médiation de l'objet, donc la théorie qui ne passe pas par une pratique soit quelque chose de possible alors que ne l'est pas. Et de l'autre côté, et peut-être c'est un préjugé encore plus dangereux, que le rapport aux choses soit complètement athéorique, c'est-à-dire que face à une chose, un usager soit immédiatement absorbé dans l'usage, alors que dans l'usage de choses, on est toujours en dialectique avec ce que la chose nous impose et les projets, comme tu disais, qu'on veut imposer, nous, à la chose. Et d'un côté. Et de l'autre côté, je pense aussi que c'est une anecdote qui permet de résumer ce que toi, Rudy, disais, c'est-à-dire, tout d'abord, la question principale, c'est que les rapports aux choses partent toujours d'une insatisfaction, en fait, et que cette insatisfaction, c'est aussi une nécessité de ne pas répéter, en fait, de devoir changer ce que, en fait, la forme
nous impose un terme de reconnaissance, de répétition, etc. Et que donc les designs occupent exactement cette place-là de renouvellement. Et peut-être on pourrait même s'imaginer cette même dialectique pour la représentation visuelle. C'est-à-dire qu'il faudrait inventer une représentation visuelle qui soit la représentation qui commence à faire voir lorsqu'on ne voit plus rien, en fait. Quelque chose de ce type-là. Je crois que si je peux y aller. Ouais. C'est vrai qu'à un moment, on proposait, et ça reste, je pense, assez juste, d'analyser la qualité du design par rapport à la qualité de la transformation qu'elle a générée. Et ça, c'est redoutable. On a commencé à se dire, voilà, ce projet a été fait, regardons en quoi, qu'est-ce qu'il a transformé, plutôt que de regarder quel est le résultat qu'il y a eu. Et ça change complètement les choses. C'est effectivement mesurer un processus plutôt qu'à mesurer un résultat. Et je pense que regarder le design à travers cette optique-là serait une extrêmement belle proposition de recherche, de se dire, OK, qu'est-ce qu'il y avait avant et qu'est-ce qui et en quoi la transformation a véritablement qu'est-ce qu'elle a apporté au niveau écologique, au niveau social, au niveau visuel, au niveau... Et là, bien entendu, vous vous mettrez à dos la communauté de designers, dont une partie, bien entendu, ne travaille pas sous ces critères-là. Mais je crois que c'est important. C'est en ça, je pense que votre projet, pour nous, est très riche. C'est qu'il nous faut ces punching balls, y compris extérieurs, pour avancer, quoi. Mais là, dans ce que je viens d'entendre, c'est une amorce de ce que j'ai évoqué comme étant l'idée d'une méta-esthétique, c'est-à-dire une réflexion esthétique assez nouvelle, qui reste sur les questions de forme et de qualité, et pour laquelle les repères en philosophie ou en théorie de l'esthétique disponibles ne sont absolument pas adéquats, je crois. Ça, c'est vraiment une conclusion de mon modeste travail dans ce domaine. C'est un des souhaits de ne pas réaliser, de vouloir pénétrer dans ce domaine-là. Mais une des premières conclusions, c'est tout ce qui est disponible, ça, en design, ça ne sert à rien. Ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est un peu radical comme point de vue. Par exemple, en design social, on peut se dire, ouais, la réflexion esthétique, elle est où? Sur les formes et sur la qualité. On se pose la question, par exemple, l'esthétique d'un service. Il n'y a rien. On peut lire Baumgartner, encore Baumgartner, il était dans le sensible. Mais Hegel, Adorno, les grands monuments, il n'y a pas grand-chose. Hein. Peut-être chez Goethe, il y a quelque chose d'intéressant, mais il faut le travailler. Il faut le retravailler beaucoup pour peut-être amorcer la question de l'esthétique des processus. En tout cas, c'est assez complexe. Une autre chose que je voudrais dire... Chez Édouard Glissant, il y a des choses. Peut-être, oui. Enfin, voilà, j'ai pas exploré tout ce qui était disponible. Mais en tout cas, c'est sûr que là, il y a un chantier. Ça dépasse évidemment le niveau d'un mémoire de master. Mais on peut le fractionner en question qui... Moi, je pense que ça, c'est une grande question. La grande question, c'est est-ce qu'on peut remplacer la vision, la question plus métaphysique, est-ce qu'on peut remplacer la vision moderniste, scientifique du monde, c'est-à-dire un regard sur le monde qui consiste à l'analyser, à le comprendre, à le décortiquer, pour évidemment pouvoir s'en emparer et le maîtriser, par une vision esthétique du monde. Si on s'intéressait à en quoi notre condition humaine pourrait être changée si le regard à privilégier sur le monde est un regard esthétique. C'est un grand défi.
Mais bon, j'ai beaucoup aimé l'interprétation, évidemment courte, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, que Emmanuel a fait de nos deux présentations. Et je voudrais, avant, parce que je voudrais donner priorité aux questions de la salle, mais quand même rebondir sur le travail que Rudy Bohr nous a montré. Je découvre le projet de Strasbourg, et chaque fois que je découvre un de tes nouveaux projets, c'est vraiment ça. Quelle intelligence. Alors, il nous dit, je prends simplement une chose, il nous dit, en montrant les logos des ONG, on voit bien, je reprends tes termes, on voit bien qu'on se situe là dans la froideur. On voit bien. Est-ce qu'on voit vraiment bien ou bien c'est lui qui voit? Donc, qu'est-ce qu'il y a dans son regard, hein, cette intelligence qui permet de dire, mais enfin, ça se voit qu'il y a de la froideur. Eh bien non, ça ne se voit pas, je m'excuse. Est-ce que tu peux m'aider à voir ce que tu vois? Donc, il y a une forme d'intelligence qui est présente là et qui est montrée. Hein. En design, on ne démontre pas, on montre. On procède par monstration. Vous voulez que je vous convainque que le travail que j'ai fait a une certaine valeur, et voilà, ça suffit. Maintenant, évidemment, dans l'institution universitaire, dans l'institution académique, dans l'institution du savoir, ça ne suffit pas de montrer. Il faut démontrer, donc il faut écrire. On a le support privilégié, c'est encore le discours. Je ne veux pas dire par là que le discours, ce n'est pas nécessaire, au contraire, c'est important. Mais il y a d'autres formes de discours qui me semblent d'une intelligence, d'une vivacité d'intelligence absolument incroyable. Alors, c'est ce travail que nous, les designers, nous n'avons pas fait. Comment on l'explicite? Comment on le compare à d'autres formes d'intelligence qui sont à l'œuvre en physique, en biologie, en sciences sociales, en philosophie? Et comment il se distingue? Est-ce qu'il a une certaine valeur? Est-ce que les critères qu'il utilise pour être validés sont recevables, sont transférables? Est-ce qu'il y a une généralisabilité, hein, c'est le grand problème du design, la généralisabilité des connaissances qui sont produites? Parce qu'on ne peut pas dire que dans le travail de Strasbourg, il n'y a pas une connaissance qui est produite. Il y a une connaissance de l'institution qui est produite, que les sociologues des théories des organisations, que les politologues, que les anthropologues n'auraient pas pu produire. Donc nous sommes capables, et je m'énerve un peu parce que ça me passionne, nous sommes capables en design de produire des connaissances sur le monde ou sur une partie du monde que les autres disciplines ne sauraient pas produire ou produisent de façon différente. Voilà notre contribution au concert scientifique. Je m'arrête là parce que je vais m'emporter. C'est pour la bonne cause. Ouais, je vais m'identifier donc. Et puis je vais dire ma question de recherche, ça serait peut-être design as inquiry, quoi, le design comme processus d'enquête. Et donc je suis Mathieu Duparex, j'enseigne un petit peu à Toulouse Jean Jaurès en section design. Il y a un département art, plastique et art appliqué qui s'appelle aujourd'hui design. Et j'ai ressenti la nécessité cette année d'ouvrir un cours d'anthropologie générale intitulé Milieu humain, milieu technique. J'ai ressenti cette nécessité parce que j'avais envie de... donc c'est un cours de licence, mais j'avais juste envie justement de dépouiller ce qui se faisait à côté par mes collègues et que je regarde un petit peu naïvement, parce que moi je suis plutôt de la philosophie, des sciences humaines, en théorie, sur les questions de théorie et d'histoire du projet en design. Et je me disais, là-dedans, il faut quand même vraiment commencer à dépouiller, à enlever ce qui relève du grand projet moderne et peut-être de remettre en question ce projet moderne au sens de Bruno Latour. Et donc introduire les étudiants finalement à des déplacements qui peut-être les amèneront à adopter une posture on va revenir sur le com, la métaphore, mais de designer as ethnographer, ou quelque chose un petit peu comme ça, puisqu'il y a eu un débat comme ça dans le champ de qu'est-ce que la recherche en art
qui a précédé, celui de qu'est-ce que la recherche en design, avec Al Foster qui a publié cet article, Artist as an Ethnographer. Donc voilà, et je pense qu'aujourd'hui il y a aussi, et je pense sans doute, mais je suis assez naïf et je ne connais pas trop, mais un courant de recherche sur le designer as ethnographer. Et vraiment, donc c'est peut-être pas trop une question, mais je me demandais quel pouvait être aujourd'hui dans les modélisations théoriques du design, finalement, ce déplacement finalement d'une conception rationaliste dont la sociologie des techniques, dont l'ethnographie, même l'anthropologie de Descola, dont Tim Ingold, tout ça nous montre que ça ne fonctionne pas. Déplacement finalement vers cette posture plus pragmatique de l'enquêteur, de l'enquête. Et finalement, quelle rationalité autre cela pouvait impliquer. Voilà. Et bon voilà, c'est juste une coda. Parce que l'enquête n'a pas été encore citée. Voilà. Je crois que, d'ailleurs, en reprenant aussi les brillantes choses dites par Alain, que cette question d'attitude créative est au centre de tout ce qu'on met en œuvre. Et d'ailleurs, elle a été définie dès le Bauhaus par Molinage, qui est la phrase célèbre, hein, le design n'est pas une profession, c'est une attitude. Mais je crois que ça reste juste. C'est une attitude, ou c'est des attitudes d'ailleurs. Je pense que c'est aujourd'hui des attitudes. Ça reste au pluriel, même si on enlève toutes les attitudes qui ne nous intéressent pas. Je pense que c'est intéressant de considérer que c'est des attitudes et que tout projet ou toute proposition nécessite le design de l'attitude qu'il faut définir. Il faut, grosso modo, designer l'attitude en fonction du projet. Et moi, c'est en ça que ce métier m'intéresse, dans cette complexité de se dire, finalement, il y a peut-être des méthodes, il y a des manières d'approcher les problématiques qui sont différentes selon le contexte dans lequel on se situe, selon l'activité qu'on veut avoir, selon le partage qu'on met en œuvre dans cette chose-là, et que c'est... D'ailleurs, je ne sais pas quelle école a fait ça aux États-Unis, mais elle a fait un paquet de 52 cartes et considère que c'est les 52 méthodes pour aborder le design. Et j'aime bien cette chose-là de se dire, nous n'avons pas une méthode qui est définie, nous avons à designer la méthode en fonction de la situation dans laquelle nous trouvons. Ceci n'empêche pas, et je crois que pour notre discussion c'est très important, ceci n'empêche pas, et c'est très riche pour nous, qu'il y ait ce regard extérieur de l'ethnologue aussi, hein, même si le designer peut être ethnologue, mais le regard de l'ethnologue analysant le designer en train de répéter, de trop répéter de même méthode, peut-être. Et ça participe à notre activisme que de se dire, là on est dans... comme je dis souvent, nous sommes des sortes de médecins qui donnons les mêmes médicaments pour l'ensemble des maladies qui sont autour de nous. Et est-ce que c'est juste ? Et je trouve par exemple que le design de service qui est en train de se développer est très fortement monolithique dans ces méthodologies, et moi je le regrette. Parce que autant je soutiens cette dématérialisation et de cette entrée dans les dimensions sociales et structurelles, etc. Mais je crains fortement que nous canonisons à ce niveau-là aussi, et que c'est contraire à notre discipline. C'est sûr que le piège est là. Le piège est là parce qu'on est en situation pédagogique. Il faut livrer, mais la perception des outils de design comme étant une boîte à outils qui est universelle, toutes les questions, il faut être prudent avec cette image. Pour revenir à Design as Inquiry,
Inquiry, c'est le terme de Dewey. Dewey, il est présent partout. Pourquoi il est présent? Parce que je considère que le pragmatisme philosophique est le cadre philosophique désigné pour encadrer, pour donner du sens à ce qu'on fait quand on fait du design. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir que la traduction française de ce terme, c'est impossible de traduire ce terme. On est dans la tradition intellectuelle, culture intellectuelle cartésienne, incapable de traduire ce terme de inquiry. On le traduit par enquête, mais c'est ridicule de le traduire comme ça. Et Nigel Cross, dans les critères qu'il indique pour dire quels devraient être les critères de rigueur de la recherche en design, il dit design has to be inquisitive. Donc il utilise bien ce terme. Voilà. Alors qu'est-ce que ça veut dire dans les termes de Dewey, inquiry, et à quoi ça peut correspondre? C'est sûr que la recherche-action, on est là-dedans. Donc le lien entre la recherche-action, pour prendre une des questions, et inquiry est direct. C'est complètement cohérent. Alors recherche-action, on n'utilise pas le terme. Ça c'est le nous collectif, mais en même temps personnel. J'utilise le terme recherche-projet puisque j'ai forgé ce terme pour dire qu'en design, on s'inspire beaucoup de ce qu'on appelle recherche-action dans d'autres disciplines, mais on n'adopte pas nécessairement tout ce qui est présent sous le terme de recherche-action, notamment en sociologie habermasienne, pas nécessairement. Mais autrement, c'est la même idée. Donc, dans la diapo que j'ai montrée, où j'essaie de qualifier en quelques termes la recherche-action, la recherche-projet, c'est sûr que c'est la recherche-action la référence ultime, mais il y a d'autres références, l'ethnométhodologie en est une, la phénoménologie goethéenne que je privilégie en est une forme de inquiry assez intéressante. En tout cas, pour répondre rapidement à votre question. Oui. Bonjour, Malte Martin, designer graphique et d'espace. Avant de passer à la question, deux constats qui, à mon avis, devraient nous réjouir parce que dans la communauté des designers, la question de recherche en design n'est pas si évidente, c'est extrêmement jeune comme terminologie, encore plus presque dans le design graphique où la réponse habituelle d'un collègue c'est « mais on fait tous de la recherche, non ?» Il y a des avancées là-dessus, deux exemples. Premièrement, à Chaumont est né le Centre national du graphisme avec la préparation d'un prochain festival. On vient d'une tradition très clairement qui était que dans la monstration, dans le design comme objet, dans l'affiche qui cristallisait ça. En 2017, on aura une première exposition sur la question de la recherche en design graphique. Je suis chargé avec Vivien Philizot de préparer ça. C'est un challenge, y compris dans la discipline, de dire que ça existe et qu'est-ce que ça veut dire. Mais je veux dire, c'est un pas assez énorme quand on connaît notre discipline, de faire de la place à cette notion-là. Un deuxième exemple, je reviens d'une recherche-action sur la place des Fêtes, où la ville de Paris, pour la première fois au niveau méthodologie, a inclus dans sa manière de faire de l'espace public la question de la recherche-action. Jusqu'à maintenant, c'était vraiment sous la seule emprise de l'expertise classique, où on demande à un grand cabinet de redessiner une place, de dire où on met un banc public, où est-ce qu'on met une jardinière, etc. Là où on a intercalé alors 6 mois de recherche-action avec un collectif pluridisciplinaire entre designers, architectes, sociologues, etc., pour prototyper, en impliquant des habitants sur place, des nouveaux usages, des hypothèses d'usage, avant de passer dans la construction dans le dur. Voilà. Là aussi, les lignes bougent et je pense que c'est important de le noter, qu'on n'est plus dans une position peut-être aussi
cantonné au domaine universitaire qu'on commence à rayonner vers ceux qui devraient appliquer ces méthodologies-là, c'est-à-dire les commanditaires. Alors, une question, quand j'écoute tout ça ce matin, le superbe exposé d'Alain Findeli sur les étapes qu'a traversé la notion de recherche, d'une posture d'objet vers cette notion de processus et peut-être aujourd'hui plus une intégration de la dialectique entre usage et la conception. Mais j'observe quand même beaucoup, peut-être comme Rudy, que quand on se penche comme praticien sur la question de la recherche, dans la plupart des cas, on exclut quand même la forme. C'est-à-dire, il y a une forme de tentative intellectuellement de trouver des procédés pour dire le processus de conception. Et quand des théoriciens parlent de ça, je vois rarement aborder la question de l'intelligence de la forme. Mais c'est l'intelligence du processus qui, dans la plupart des cas décrit, qui est important. Mais voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui, dans la recherche, comme s'il y avait une sorte de... Comment dire ? Comme si les théoriciens, qui sont souvent pas toujours des non-praticiens, n'oseraient pas avoir un jugement sur l'esthétique, sur la question qui donne forme, mais du coup aussi se privent d'une partie de l'intelligence de la mise en forme qu'opère le designer. Voilà. Et ça me pose question, quand est-ce qu'on arrive à allier ces deux ? Non, je crois que c'est un commentaire, donc La dernière chose. Hein ? Non, mais je suis... Quoi, le quand, je ne peux pas te répondre. On y travaille, mais tu as tout à fait raison. Ouais. Je crois que ça... Ouais, c'est ce qu'on a essayé modestement à l'époque dans notre petit institut, à Zurich, Design to Context, qui est un institut qui a été arrêté de force par une école qui considérait que c'était trop politique et pas assez commercial, alors que je pense en travaillant sur notre discipline, on travaille indirectement pour tout le monde. Mais je crois que ce petit moment qui s'est constitué autour de Design to Context, c'est qu'on était arrivé à placer des questions qui avaient trait au design, ou à des parties de design, comme par exemple on a travaillé durant 2 ans sur une question qui bien sûr est chère à un signaléticien comme moi, qui est la question de l'orientation. Mais plutôt que de parler d'orientation, on a parlé de désorientation, et on a tout de suite ouvert cette problématique, c'est quoi la désorientation, à l'ensemble des scientifiques et des intellectuels qui se trouvaient autour de nous. Et du coup, on a pris ce concept et on l'a frôlé avec de la sociologie, on l'a frôlé avec de la neurologie, avec de la criminologie, avec même les pratiques de la croyance, etc. Et ça a créé une sorte de couronne autour de cette thématique, et qu'après cette couronne, il s'agit bien de la remettre, mais ça c'est parfois aussi c'est dans des processus plus longs, qui peuvent durer parfois 10 ans, 20 ans, de remettre c'est comme ce livre sur la loi et ses conséquences visuelles, ça ne touche pas directement la question de la forme, mais ça peut avoir des conséquences ensuite sur la forme. Et en quoi ce travail de réflexion, nous devons en être à un moment ou à un autre les traducteurs, en tant que designer, je dirais.
Et je pense que c'est tout à fait le cas. Je crois que ces réflexions sur le commun, ces réflexions sur le service, toutes ces réflexions qui émanent de choses, d'une communauté large qui nous dépasse d'une certaine manière, peut nous être profitable si on la prend en compte. Et la forme vient à ce moment-là. Moi, je ne suis pas si... Après, c'est ce que je disais dans mon exposé, c'est parfois en effet difficile de convaincre notre communauté de designers de se confronter à ces choses-là. Mais ça, c'est terrible. Ouais, sur la question de la forme, dans le cadre d'un projet singulier, en fait, je disais hier, on est dans le mystère de l'incarnation. Dans un projet singulier, la forme résultante est une incarnation d'une intelligence et d'une intelligibilité qu'il s'agirait d'expliciter, mais qu'on n'est pas amené ni obligé d'expliciter dans le cadre d'un projet avec un commanditaire. Le commanditaire, il s'en fout en général de l'intelligibilité et de l'intelligence qui a été mise en œuvre. Le commanditaire, et c'est normal, il est intéressé, un commanditaire public ou privé, peu importe, qui est intéressé au livrable. Maintenant, la recherche projet, telle que je l'ai conçue, elle construit là-dessus, en se disant, cette intelligence qui a été mise en œuvre pour la production d'un livrable, est-ce qu'il y a là une forme transférable à d'autres situations de projet, ou même à d'autres questions plus fondamentales du point de vue scientifique? Ça, c'est la question qu'on pose au design en tant que participant au contexte universitaire et académique. Et on demande au design de pouvoir répondre à cette question. Donc, la recherche-projet, je la résume. Dans un projet de recherche-projet, il y a toujours deux projets. Il y a un projet scientifique et un projet de design. Il y a une question scientifique et une question de design. Et la métaphore que j'utilise, c'est que la question de design, elle est explicitable parce qu'elle est explicitée dans la commande. C'est la métaphore des passages à niveau. Peut-être que vous n'avez pas connu les passages à niveau. En France, il y avait toujours un panneau qui disait « il y a un train qui peut en cacher un autre ». Derrière toute question de design, il y a une question scientifique cachée. Et c'est cette question scientifique générale, donc là c'est la question de la généralisabilité, qui est à expliciter et à traiter dans un projet de recherche-projet, un projet scientifique de recherche-projet. Donc dans tout projet de recherche-projet, il y aura un projet de design avec un livrable et un commanditaire. Donc il y a un partenaire, nécessairement. On est en situation de projet. Notre laboratoire, à nous, c'est le projet. On ne pense de façon juste qu'en situation de projet. Ça, c'est l'évangile pragmaticien. Si tu veux comprendre un phénomène complexe, mets-le en projet, tu le comprendras mieux. Tu veux comprendre ce que c'est que le chômage, tu veux comprendre ce que c'est que la question migratoire, la question de réfugiés, mets-la en projet, tu vas voir que tu vas mieux la comprendre que si tu l'as abordée de façon spéculative, traditionnelle, comme ça se fait dans les sciences plus instituées. Donc, dans toute recherche-projet, il y a un projet de design, et ce projet de design sert d'appui à la question scientifique qu'il s'agit de construire. Et d'ailleurs qu'un livrable scientifique sous la forme habituelle d'un article, d'une thèse ou autre chose, et il y a un livrable design, parce qu'on ne pense de façon juste qu'en situation de projet, en situation de design. Ça, c'est notre évangile pragmaticien. C'est ça la recherche-projet. Donc il y a toujours la question de la forme qui est présente. Elle n'est pas centrale. En sachant quand même que la commande doit parfois être autocommande, parce que commande, il n'y a pas. Hein. Alors ça c'est une autre question. Est-ce que l'autocommande, l'espèce de confort et de luxe de l'autocommande, elle est à recommander? Nous, on pense que non. On n'embarque pas à Nîmes sur des projets de recherche d'autocommande. On n'est pas... Non, mais attends. Il y a avant le luxe. Non. Alors là, on va pouvoir se battre. C'est pas du tout du luxe. Vera Boch, sociologue et anthropologue, et aussi travaillé dans des projets concrets à l'atelier. J'aimerais bien revenir sur la...
Sur la insatisfaction, parce que pour moi, on est en face d'une situation mondiale qui est choquante, qui est horrible et qui on a co-produit parce qu'on est là, on existe et on est des créateurs. Et moi, je vois que dans la culture de design, on est très focusé sur ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et on est souvent l'acteur ou l'agent qui remet en fonction les choses. Et ça veut dire, on voit au premier plan ce qui se définit que non fonctionner. Moi, je pense qu'il faut de plus en plus voir qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi. Parce que le capitalisme, comme il existe, il fonctionne super bien. Il est efficace, il est vite. Alors, il faut retrouver, et on a besoin de toutes les forces, les sciences, le design, la pratique, pour comprendre pourquoi les choses fonctionnent et comment on peut les réempêcher et redéfinir une autre fonction, peut-être plus sociale, plus écologique, etc. Ça, c'est un point. Et un deuxième point qui est lié avec ça, le design a souvent aussi donné service, mais service dans un sens... pas d'empowerment, mais d'incapacité. Alors, le citoyen est devenu bien servi ou mal servi, mais plus acteur, plus actif, pour qu'il est devenu quelqu'un qui se sent en face d'un système compliqué dans lequel on a travaillé aussi comme designer de créer ce système. Et pour moi, de plus en plus, je vois le design social comme une offre d'une pratique en collaboration avec un acteur qui approprie la chose, mais pas parce que je veux être social, qu'il partage le truc que j'ai construit, mais plutôt au sens qu'il prend son place, son action, il devient citoyen, même dans un processus de design, il co-construit le monde dans lequel on est. Et ça, c'est pour moi un autre type de design à développer que dans lequel on est. J'espère que j'aimerais revenir à cette question du luxe et de l'art. Je signe pas du tout cette question-là. Je pense qu'il y a... Hein? Oui. Non, mais je pense que ça mérite d'être discuté. En effet, le design est en relation à la commande. Je suis d'accord. Mais on voit bien aujourd'hui qu'il y a tout un tas d'éléments essentiels à l'évolution et à la transformation de la société qui ne sont pas commandités et qui ne le seront pas dans le contexte actuel des choses. Donc c'est bien aussi à la recherche de définir, et c'est pour ça que je parle d'autocommande, hein, de définir des thèmes. Alors, est-ce que c'est par le re-questionnement de questions, donc de commandes, ou est-ce que c'est même par des contre-propositions, des contre-commandes, par des... Voilà. Mais je ne sors pas du cadre de la commande. Je dis juste qu'il y a des thèmes essentiels de la société actuelle qui ne sont pas commandités aujourd'hui et qui doivent être traités par le design. Et on a peut-être la chance, dans le contexte universitaire, de faire de l'exemplarité et donc de travailler sur ces thèmes-là et de montrer en quoi le design pourrait, en effet, dans ces contextes, avancer. Oui, je comprends mieux ce que tu entends par autocommande. Ouais. Et puis, je suis désolé d'avoir assimilé cette vision à autre chose, mais on ne va pas discuter de l'autre chose. Donc, l'autocommande, telle que tu la conçois, alors là, je suis en plein dedans. C'est pour ça qu'il fallait que je le dise. Donc, première chose qu'on dit à nos futurs praticiens et praticiennes, questionnez vos commandes. Rouvrez vos commandes. Regardez ce qui se cache derrière les commandes que les commanditaires, comme question, n'avaient pas vu. Un des plus beaux compliments, je trouve, qu'on nous fait dans cet environnement d'amitié intellectuelle, c'est de nous dire, vous les designers, vous posez des drôles de questions. C'est vrai qu'on pose des drôles de questions. Donc, on pose des questions, comme tu le disais tout à l'heure, on pose des questions qui ne se posent pas. Ça, c'est une des compétences intellectuelles,
je pense, qui nous appartient. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas peur de poser des questions et parce qu'on n'a pas peur d'être naïf dans les questions qu'on se pose. Tu es toi-même un représentant, je trouve, idéal de livraison des livrables ouverts, pour reprendre le terme de Umberto Eco. C'est des œuvres ouvertes, c'est-à-dire, tu dis pas, voilà, c'est ça, et puis démerdez-vous avec ça. Non, voilà, c'est ça, c'est ouvert, maintenant c'est à vous de faire le boulot, de vous approprier la chose, parce que votre projet d'habiter le monde, c'est le vôtre, c'est pas le mien. Et je ne peux pas imposer le mien à votre place. Donc c'est tout à fait exemplaire de ce point de vue-là. Donc là, je suis entièrement d'accord pour la question de la autocommande. Et c'est sûr que le milieu universitaire est privilégié parce qu'on a la chance de faire ce type d'exercice. Nos commanditaires, ils hésitent quand on leur dit bon, ben d'accord, voilà votre commande, voilà votre budget, on se revoit dans 3 mois parce qu'on a un travail de réouverture de la commande à faire, mais on va vous la facturer. Ils n'aiment pas trop. Maintenant, on trouve par contre des partenaires intelligents et bienveillants à l'égard de ces questions-là, parce qu'on leur dit, ben, écoutez, derrière votre question, il y a une autre question fondamentale, mais on pense que cette question devrait vous appartenir aussi. Et ils disent, ah ben oui, on n'a pas, ah oui, c'est vachement intéressant, ça, on va vous payer, je ne sais pas, envoyez-nous un stagiaire, envoyez-nous un candidat au master, envoyez-nous un doctorant pour travailler là-dessus. Ça nous intéresse. C'est le cas actuellement au conseil départemental du Gard. On a trouvé cette bienveillance des partenaires qui disent, ben voilà, ça fait partie de notre mission et merci de vouloir nous accompagner dans ce travail pour lequel on n'a pas les compétences à l'interne. Je vais faire juste une petite remarque presque politique sur cette dernière chose. Dans les milieux scientifiques, l'autocommande est la norme. Enfin, nous sommes plus ou moins maîtres de ce que nous voulons étudier. Mais ce n'est pas complètement vrai. On va vers un modèle qui est complètement différent, enfin, qui est plutôt celui de la commande gouvernementale. Les projets blancs ont tendance à disparaître. Donc, c'est quand même une réflexion sur laquelle on a droit de passer un peu de temps ensemble, je crois. Oui. Non, mais je pense que mais indirectement, même si ce lien entre recherche-action, recherche-projet et recherche plus fondamentale, ce triangle est essentiel. Donc toi, tu dis c'est le train qui est derrière le projet. On peut aussi le définir à plat. Mais si l'un des 3 angles n'est pas présent, en fait, il manque quelque chose. Oui, bonjour. Je sais pas. Ah, d'accord. Francesca Cozzolino, anthropologue et enseignant-chercheur à Ansalab. Merci à tous les deux pour ces 2 interventions qui lancent donc plusieurs pistes de réflexion. J'ai 2 questions pour Alain Findeli. Une sur la première partie de votre exposé et l'autre sur la deuxième. J'ai beaucoup apprécié cet état de l'art, de l'émergence d'une théorie du design que vous avez fait. Et je me demandais donc où vous placeriez dans cette chronologie que vous avez dessinée des contributions, en tout cas des expériences qui nous portent plutôt à voir comment les sciences sociales sont intervenues dans une pensée donc, du projet, comment l'ont influencé. Et je pense à des choses un peu plus classiques telles que Design for a Real World, donc Papanek, ou bien à des choses quand même plus récentes qui témoignent d'anciens liens entre la Parsons School et la New School, qui avait nommé tout à l'heure Audi. Et je pense par exemple à la période de résidence qui a fait l'anthropologue Arjuna Padurai à la Parsons School, qui est une période dans laquelle, qui lui a servi effectivement pour... en tout cas, c'est une période à la fin de laquelle il a quand même commencé à penser les futurs comme un fait culturel. Et c'est celui-ci, effectivement, les titres de son dernier livre, où je pense encore un autre anthropologue dont la réflexion est importante aussi bien dans le monde du design que pour les anthropologues, Ingold, qui s'est donc rapproché du monde de l'art et il a formulé à partir de là une distinction entre des choses et des objets. Je vois que tout cela commence à influencer le monde du design et les témoignages du collègue tout à l'heure aller dans ce sens. Donc ça, c'est pour la chronologie que vous avez esquissée. La deuxième question concerne plutôt les 3 modèles que vous avez donnés d'une anthropologie de l'usager. En fait, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'on peut lire dans la proposition heuristique que vous faites
formuler une épistémologie du design qui s'apparente, donc en tout cas qui s'inspire de l'anthropologie. On peut lire d'une part le fait d'aller vers une invitation à penser la théorie du design comme une théorie de l'homme avant tout, et non plus forcément comme une théorie de l'objet, mais d'autre part aussi de réduire les projets anthropologiques à une démarche, donc la seule démarche ethnographique, puisque quand vous avez listé les 3 modèles, on pourrait penser que finalement les designs devraient répondre au fait de soit imposer, soit répondre à des manières de faire. Donc en produisant des objets, ça dépend du modèle que l'on adopte, vous en avez listé 3. Et donc à ce moment-là, je vous demande quelle est la différence pour vous entre ce que vous nommez une anthropologie de l'usager et une sociologie des usages plus traditionnelle qui a quand même dominé une pensée du design dans les années 80 et 90. Merci pour la question. On a 1 heure là pour... Je pense pas. Peut-être donner quelques éléments de réponse. C'est un poste pour c'est des questions qui séminaire de m'intéressent. recherche. Oui. Bon. Sur la première question, c'est comment les sciences sociales ont été sollicitées dans le monde du design. Elles sont sollicitées quand on a décidé de passer de la notion de problème de design à la notion de problématisation plus générale. Donc, que tout projet de design justifiait une problématisation. Peut-être c'était une concession à l'institution universitaire qui nous abritait, parce qu'il fallait quand même... On avait toujours en tête la question suivante, en quoi une formation professionnelle en design universitaire est différente d'une formation professionnelle en design dans une école de design ou une école d'art. Ça, c'est une question intéressante et on a essayé de répondre à cette question. Une des façons de répondre, c'est de dire, dans les écoles professionnelles dont c'est la mission principale et exclusive, c'est de former des praticiens et des praticiennes, on travaille sur des problèmes de design et on trouve des réponses, des solutions, des propositions, je préfère utiliser le terme proposition, qui est d'ailleurs le terme utilisé, à ces questions. En milieu universitaire, on problématise les problèmes de design. Pour problématiser, eh bien, il faut rentrer dans la couronne, et là, on va chercher quelles sont les disciplines les plus pertinentes pour problématiser de façon intelligente et de façon féconde la question de design qu'on s'est donnée dans l'atelier de formation. Voilà, c'est une tentative de réponse. Maintenant, est-ce qu'il y a des domaines scientifiques qui sont à privilégier? Est-ce qu'on parle toujours de la sociologie? On dit toujours, oui, il y a toujours un sociologue maintenant dans les équipes pluridisciplinaires. Pourquoi des sociologues? Pourquoi pas des politologues? Pourquoi pas des démographes? Pourquoi pas des géographes? Pourquoi pas, etc. Ça, c'est une question importante. Et ce réflexe de dire il faut toujours un sociologue ou une sociologue, finalement, j'ai fini par me fâcher et me dire, eh bien, on va éviter les sociologues. Parce que les sociologues ont une vision sur la condition humaine qui ne nous satisfait pas. La vision de dire ben, les êtres humains sont conditionnés par des normes sociales qui les dépassent, bon, etc. Et que tout comportement humain, est, en grande partie, on peut en rendre compte par justement ces normes qui nous environnent. Excusez-moi pour les sociologues présents de caricaturer un peu votre discipline. Alors, on privilégie l'anthropologie, mais pas l'anthropologie ethnologique, mais l'anthropologie philosophique. C'est une vision de l'être humain satisfaisante qu'il nous faut. Et c'est dans l'anthropologie philosophique que je pense on peut la trouver. À Nîmes, le cours central, l'épine dorsale du cours du master s'appelle anthropologie du projet. Voilà. Donc, il y a une anthropologie en conception et une anthropologie de la réception. Ça, c'est des questions fondamentales qu'on se pose. Quelle est la vision de l'être humain qui nous semble la plus presque morale à adopter quand on fait du design? Voilà. C'est pour ça qu'on a ces trois modèles figures anthropologiques qui se succèdent dans l'histoire. C'est intéressant de voir comment le design a enrichi sa vision anthropologique, notamment des bénéficiaires et des destinataires de nos projets. On n'utilise plus le terme usager. Usager, c'est très sociologique. Nous, on dit bénéficiaires, destinataires. Pourquoi? Parce que nos destinataires sont porteurs et porteuses d'un projet qui leur appartient.
Donc il nous faut une théorie de la condition humaine qui nous satisfasse. Mais en design social, on va puiser chez les politologues des modèles théoriques qui sont très riches aussi. On aime beaucoup travailler avec les géographes parce qu'on trouve que c'est la discipline la plus tolérante en ce moment dans le monde des sciences sociales. On a travaillé à Montréal avec des théologiens, hein, comme c'est bizarre, et parce que l'anthropologie, des sciences religieuses, hein, pas théologie, parce qu'ils ont des anthropologies très riches. Et on a beaucoup apprécié, et parce qu'ils sont intéressés à la dimension pragmatique, parce que voilà, on forme des théologiens pour aller théologiser, donc pour aller prêcher, et pour aller convertir, et pour aller accompagner plutôt les personnes dans les crises existentielles et spirituelles. Voilà comment on cherche. Alors, c'est sûr que l'anthropologie, telle qu'on l'utilise, elle ne se réduit pas à ethnographic studies. Alors, les ethnographic studies, elles sont quand même plus intéressantes pour nous. Enfin, la boîte à outils, pas des ethnographes, hein, encore des ethnographes aussi, parce qu'on veut savoir quelle est la culture dans laquelle nos destinataires évoluent, la culture quotidienne, et la culture urbaine, la culture technique dans laquelle nos personnes évoluent. Donc on va recourir à la boîte à outils davantage des ethnologues, des anthropologues que des sociologues. Mais je ne suis pas fâché avec les sociologues au point de dire que vos modèles ne sont pas pertinents. Les sociologies des usages, c'est vachement intéressant, c'est sûr que c'est intéressant. Parce que les produits qu'on fabrique, eh bien, c'est pas en un exemplaire, c'est en N exemplaires. Donc, il y a une dimension sociologique qu'il s'agit de prendre en compte, c'est évident. La dernière question très brève, parce que les pizzas sont en train de se refroidir. Alors, je ne vais pas poser une question comme ça va aller vite. Je vais juste porter un témoignage. Moi, je suis Jacqueline Fèvre. Je suis directrice d'une école supérieure d'art et de design qui est celle d'Orléans. Donc, d'abord, je voulais vous remercier infiniment parce que cette journée me semble absolument passionnante. Je ne serai là qu'à ce matin, j'en suis navrée, mais je rapporte tout cela dans nos écoles supérieures d'art et de design parce qu'il me semble que nous avons, à partir de ces réflexions, plein de choses à faire ensemble. Alors, je vais quand même avancer sur un petit sujet. Évidemment, bien sûr, dans nos écoles supérieures d'art et de design, Alain Findely, on n'est évidemment ni une université, ni une école professionnelle. On forme des jeunes créateurs à la question effectivement du design, ancré dans une recherche artistique, esthétique, qui pose effectivement un certain nombre de problèmes. Parce que l'ensemble de ce que vous avez évoqué ce matin est complexifié par l'approche qui est si compliquée, qui est celle de la création, de l'esthétique, de la question du forme. Je dis, quand on entend Rudy Bord parler de ses autocommandes, ou du moins ce qu'il va faire passer à ses commanditaires, il faut avoir la force d'un Rudy Bord pour arriver à faire passer cela. Comment est-ce qu'un jeune designer va pouvoir effectivement être en capacité, au sortir d'une école supérieure d'art et de design ou d'autres formations, d'arriver effectivement à changer le monde, pour prendre nos envies, on va dire. Voilà. Juste pour dire que nous avons dans nos écoles supérieures d'art et de design aussi cette réflexion qui va être plus axée, qui est intermédiaire entre celle de la question de la professionnalisation et celle de la question de l'université, qui est aussi celle de la création. Le paquet de 52 cartes en design n'est pas suffisant. C'est clair qu'effectivement, on a énormément de choses à construire, à échanger. On a besoin, on a vu, d'un nombre de sciences à nos côtés qui est tout à fait importante, mais on est à un moment particulièrement intéressant où on est quand même en train de construire, après ce qui a été le domaine de l'expérimentation, le domaine de la recherche. On est à Orléans, par exemple, on a ouvert un laboratoire, une unité de recherche très modeste qui s'appelle Ecolab. On vous invitera à nos prochaines journées qui touchent, vous voyez, à ce que vous appelez l'écologie humaine généralisée. Oui, on a ces ambitions-là. Maintenant, voilà, tout le chemin reste à faire entre les théoriciens, les artistes, les designers et surtout en étant très attentif à ce qui est juste
la pensée, le design thinking, ou toutes ces pensées qui ôtent du design toute sa compétence et sa recherche plastique. Donc soyons attentifs à cela. Voilà. Merci.